Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui lors de cet atelier de mesure d'impact. Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Nouvian, je suis directeur d'impact chez Entrepreneurs pour la planète, qui est un mouvement fondé ici à Marseille et qui est maintenant présent dans toute la France, dont l'objectif est de remettre les entreprises au cœur du jeu de la transition écologique. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a toute une gamme de services pour aider les entreprises, que ce soit des startups comme des entreprises un peu plus établies qui souhaitent se transformer, pour pouvoir justement pleinement s'intégrer dans la transition qui vient. On en a pas mal parlé ce matin. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Cet atelier-là, ce qu'on a voulu faire, c'est un condensé assez dense, assez pointu de ce sur quoi on a travaillé ces derniers temps, qui est un socle fondamental pour l'ensemble des activités qu'Entrepreneurs pour la planète a, mais qui va même un peu au-delà. C'est quelque chose pour lequel on a l'ambition, nous, aujourd'hui, de disséminer un peu plus largement au sein de l'industrie, et notamment au sein de l'industrie des financiers à impact. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc restez avec moi. Voilà, il y a pas mal de choses. Si tout n'est pas clair, c'est à peu près normal, mais ça va vous donner vraiment une bonne vision du cheminement qui est le nôtre. Et donc quand je parle de cheminement, c'est un peu à dessein. Donc si on part de la fin, qui est que pour n'importe quelle entreprise, une entreprise va avoir à cœur de comprendre et de correctement mesurer son impact, ben on passe par là. D'accord ? C'est la fin, où on arrive sur le prévisionnel d'impact. Vous avez une petite étape bonus, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, qui est la gouvernance à impact. Et on va commencer du début. Et en fait, le début, il est important parce que, de mon point de vue, il est largement sous-développé, qui est que lorsqu'on va parler d'impact, vous avez maintenant ce mot-là tout le temps. Il est décliné à peu près à toutes les sauces. Et pourtant, de quoi parlons-nous vraiment lorsqu'on parle de l'impact d'une entreprise? Alors, on ne va pas parler de la finance à impact, on ne va pas parler de ce qu'est une entreprise à impact. C'est encore des termes qui peuvent être différents. Nous, on va parler, voilà, quand on va parler de mesurer l'impact, on parle de quoi? Ben voilà, ça, c'est notre définition. L'impact d'une organisation, c'est fondamentalement un changement d'un résultat produit par les activités de cette entreprise-là sur des parties prenantes et sur une période donnée. Donc ça, c'est très technique, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va parler de changement, donc fondamentalement, et ça c'est ultra important, lorsqu'on parle d'impact, on parle toujours d'une comparaison. Et on parle toujours d'une comparaison entre un état de référence et un état observé, qui va être l'état justement sur lequel on va voir si de l'impact existe ou non. Lorsqu'on va parler de résultats, il y a une notion qui est essentielle, c'est la notion d'attribution. Alors pardon, c'est un peu barbare, d'attribution causale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer de manière logique un chemin de cause-conséquence. Vous allez voir, on va en reparler. Pour les parties prenantes, c'est ultra important aussi. C'est un impact n'existe que pour quelqu'un, entre guillemets. Et ce quelqu'un, assez souvent, alors il y a un peu débat là-dessus, mais on va pouvoir aussi y intégrer l'environnement ou la planète ou les autres formes de vie. Mais c'est toujours vis-à-vis de quelqu'un. Toujours. Si vous dites que vous faites de l'impact, mais vous n'avez pas identifié par rapport à qui, ce n'est pas complet. Et sur une période donnée, forcément, alors ça, il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus, mais on va toujours, lorsqu'on va parler de mesure, avoir une période de référence. Sinon, on n'arrive pas à comparer, et sinon, on sort complètement du cadre d'une mesure traditionnelle. Donc l'impact, c'est ça. Et alors, ça ne sort pas de notre petite tête à nous. C'est une définition qui est effectivement aligné avec deux organismes importants qui travaillent sur ces notions-là. Donc le premier, c'est l'Impact Invest Lab, qui est un mouvement français, alors qui n'existe plus sous ce nom-là, parce qu'il a fusionné il y a quelques mois avec le label Finansol. Et surtout, l'Impact Management Project, qui est un consortium, cette fois-ci international, qui sont un petit peu pionniers et qui ont développé pas mal d'outils sur cette gestion d'impact, et on en reparlera également. Donc l'impact d'une entreprise, on parle de ça, et c'est ça qui, au final, on va s'efforcer de comprendre et de mesurer. Lorsqu'on va parler d'impact, vous l'entendez souvent, et en fait, vous passez 5 minutes sur la littérature, et vous allez voir que c'est un pot pourri d'à peu près toutes les interprétations. Il y a une définition et son contraire. Certaines personnes, quand on va parler d'impact, on va parler d'impact positif. Donc un impact positif, c'est quoi essentiellement?
c'est quand une organisation produit un changement, hein, encore une fois, il y a eu un changement d'état dans le monde grâce à l'entreprise, qui est bénéfique pour ses parties prenantes. Et donc ça, c'est tout le sujet de « je suis une entreprise à impact parce que je crée de l'emploi »,« je suis une entreprise à impact parce que je protège l'environnement »,« je suis une entreprise à impact parce que je permets aux petits oiseaux de survivre dans un environnement hostile ». Peu importe, vous avez un effet bénéfique pour quelqu'un entre guillemets. Et bien entendu, vous avez des impacts négatifs. Et donc, c'est juste le miroir, hein, et c'est pas très compliqué. L'organisation produit un changement néfaste pour ses parties prenantes. Et donc là, c'est faites attention à votre impact, donc faites attention à votre empreinte carbone, faites attention à votre empreinte biodiversité, faites attention à la pollution que vous générez, etc., etc. Donc, on va parler de l'impact avec un grand I de manière générale, et en fait, on va parler des impacts avec un petit i, où vous allez avoir une somme d'impacts positifs et une somme d'impacts négatifs. Bon, quand on a dit ça, c'est bien, sauf que rien n'est tout noir ou tout blanc. Toutes, on l'a mis en vert exprès, toutes, sans exception, toutes les entreprises ont des impacts positifs et négatifs. Toutes. C'est-à-dire que, par définition, une entreprise existe parce qu'elle apporte de la valeur à quelque chose. Cette valeur, c'est de l'impact positif. Et en contrepartie, l'activité de cette société produit des impacts négatifs qui peuvent être plus ou moins importants, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, et on n'en parlera pas, mais aujourd'hui, on est dans l'incapacité de mélanger ces impacts-là. Vous ne mélangez pas les impacts positifs entre eux, vous ne mélangez pas les impacts négatifs entre eux, et vous ne mélangez certainement pas impact positif et impact négatif. Donc, à chaque fois qu'on identifie un impact, quel qu'il soit, il est dans sa dimension propre, il est dans son silo. Aujourd'hui, c'est comme ça. Nous, on pense qu'il y a une meilleure manière de faire, mais ce n'est pas le sujet de l'atelier aujourd'hui. Donc, une question, c'est quand on va vouloir mesurer l'impact avec un grand I d'une organisation. Il va bien falloir qu'on prenne tout ça en compte, tous ensemble. Comment on fait? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Nous, la manière, chez Entrepreneurs pour la planète, qu'on a de réfléchir à ça, c'est d'introduire, alors, formule mathématique, c'est la seule, hein, je vous rassure, c'est introduire ce qu'on appelle la notion d'efficacité. D'efficacité d'impact. Et l'efficacité d'impact, ça n'est rien d'autre qu'un bête ratio entre, d'une part, les impacts positifs que vous faites et d'autre part, les impacts négatifs que vous faites. Sauf que, je vous l'ai dit, ils vivent dans des dimensions différentes. Donc en fait, on ne va pas parler de l'efficacité, en fait, vous avez des efficacités. Et selon les impacts positifs que vous créez et selon les impacts négatifs que vous produisez, vous allez donc avoir différentes efficacités. Donc là, un exemple très rapide. Si votre impact positif dans votre organisation à vous, c'est essentiellement de la création d'emplois, et que par votre modèle économique, par les choix que vous faites, les impacts négatifs principaux sont des émissions GES, très classiques, on en parle tout le temps, et de la pollution plastique, alors vous avez deux efficacités que vous allez devoir monitorer. C'est votre efficacité de création d'emplois par émission de GES et votre efficacité de création d'emplois par tonne de plastique produit. Donc ça, je vous pose ça juste pour qu'on pose un petit peu le cadre de définition et de ce dont on parle. Vous verrez, on va retrouver cette notion d'efficacité et d'impact tout à la fin, c'est pour ça qu'on l'introduit ici. Donc, et avant d'aller plus loin, pour essayer que ce soit quand même un peu plus digeste et que vous compreniez deux, trois choses, enfin, qu'il y ait des trucs qui arrivent, on a choisi d'illustrer ça par un vrai exemple. Hein, un vrai exemple. Donc ça, alors, c'est anonymisé, hein, ce n'est pas leur vrai nom. Par contre, c'est une vraie société qu'on a accompagnée et sur laquelle on est arrivé jusqu'au bout de l'exercice, à savoir avoir leur prévisionnel d'impact prêt. Donc cette société, c'est une société qu'on va appeler Phileo Trash, qui est une société qui fournit un dispositif de capture de déchets en sortie des égouts. Parce que la plupart des déchets qui arrivent dans la mer en fait, proviennent du ruissellement des déchets dans la rue via les égouts. Et donc c'est assez simple à comprendre. Vous avez un gros filet de pêche, il est connecté avec quelques capteurs. Une fois que le filet de pêche est rempli d'ordures, il se décroche tout seul pour ne pas boucher, si vous voulez, les canalisations. Et ensuite, une équipe vient, vide le filet et on le remet et c'est reparti. Voilà. Donc c'est très ingénieux puisque ça permet effectivement, d'une manière très sobre et très simple, de capter et d'éliminer une grosse partie de la pollution marine via les macrodéchets qui viennent de la rue. Donc c'est cette entreprise-là en fait, qui va nous servir d'exemple tout au long. Ok, donc on continue le chemin. Donc on sait à peu près maintenant ce que c'est que l'impact.
On va toujours commencer notre voyage par se poser la question de la raison d'être d'entreprise. Et ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas juste un petit bonbon de consultant, c'est essentiellement, vous ne pouvez pas parler d'impact, vous ne pouvez pas concrètement identifier les impacts sur lesquels vous travaillez si vous ne vous posez pas la question de pourquoi existons-nous et comment se fait le pont entre ce que je fais tous les jours et la raison pour laquelle j'existe. Donc on utilise un outil comme ça qui s'appelle une théorie du changement, qui est un outil qui est assez ancien, qui est très usité aujourd'hui dans toute la galaxie de l'économie sociale et solidaire, et qui vous permet justement de faire ce pont-là. En fait, une théorie du changement, c'est un nom qui est vraiment barbare, mais qui est en fait assez simple à comprendre, c'est un arbre logique. Hein, d'accord ? Donc vous avez une succession de causes et de conséquences. Donc cause-conséquence, cette même conséquence, on la pousse plus loin, ça devient elle-même une cause pour une conséquence, etc., etc. Donc, très simple à comprendre, vous pouvez avoir plusieurs branches. C'est un exercice qui est potentiellement sans fin. Donc, à un moment, il faut bien le borner, il faut bien qu'on arrive à une conséquence finale et qu'on arrive à une cause primaire. Et en fait, la cause primaire, on va partir des activités d'une entreprise, d'une organisation de manière générale. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement au jour le jour, d'un point de vue opérationnel. Et la conséquence finale, on va appeler ça la vision de l'entreprise. Et cette vision, elle est propre à l'organisation. Et a priori, il y a assez peu d'organisations qui vont avoir des visions tout à fait similaires. On va pouvoir se retrouver, mais c'est quelque chose, c'est un exercice extrêmement introspectif. Et en réalité, tout ce qui est au milieu, ça fait le pont. Ça permet, une théorie du changement, ça permet de faire quelque chose qui est fondamental quand on va parler d'impact, c'est la notion d'intentionnalité. Ça va être ultra important quand, en fait, une organisation va se dire « moi, je suis une organisation à impact ». Ce n'est pas la même chose que l'impact de mon organisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand une organisation va se dire « moi, je suis à impact », essentiellement, je vais devoir démontrer que je suis intentionnel dans ma création d'impact. À savoir, comme je vous l'ai dit, toutes, sans exception, entreprises ont de l'impact. Ce n'est pas le sujet. Sauf que quand on va avoir l'intention réelle de générer de l'impact positif ou de réduire considérablement ces impacts négatifs, c'est grâce à cet outil-là qu'on va le faire. Donc c'est vraiment une volonté manifeste. On va classiquement distinguer 4 niveaux dans une théorie du changement. Vous allez avoir le niveau d'activité, on en a déjà parlé. Le niveau qui arrive juste après, c'est ce qu'on appelle le niveau produit, donc qui est forcément la conséquence directe des activités. C'est le niveau d'output en anglais. Donc c'est quelque chose sur lequel, en fait, c'est fondamental pour la plupart des prévisionnels, que ce soit des prévisionnels financiers ou des prévisionnels d'impact. On en reparlera. C'est souvent là-dessus dont on se base. Vous allez avoir le niveau des résultats, donc ils sont en fait des conséquences logiques mais indirectes de ces activités, puisque on avance, si vous voulez, dans le chemin logique. Et puis enfin, à la fin, on retrouve donc la vision. Donc la vision, c'est effectivement le but final poursuivi par l'organisation. Plus vous remontez à la source, plus vous êtes responsable. Une entreprise est 100% responsable de ses activités. Elle est beaucoup, beaucoup moins responsable des résultats qui en découlent et encore moins responsable si la vision se complète ou pas. Mais à l'inverse, c'est de plus en plus important. Le fait de bien faire ses activités et le fait de compléter une vision de la société, on n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles d'importance. Donc, on reprend notre exemple de Philo Trash. Ça, c'est une vraie théorie du changement, sur laquelle elle est un peu simplifiée, mais elle est vraie quand même. Donc, vous retrouvez ici vos 4 niveaux, vos activités, vos produits, vos résultats et votre vision, à la fin. D'accord ? Et ça met effectivement en scène, ça met en mouvement la succession d'étapes. Alors, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode préétablie. Chaque entreprise va structurer ses niveaux de la manière qui lui est propre. Et typiquement, un job de consultant, ça va être de le faire de la manière la plus logique et la plus cohérente possible. Le mot ici, encore une fois, c'est est-ce que c'est logique? Est-ce que ça tient debout? Et assez souvent, en fait, on voit quand une entreprise n'est pas habituée à faire ce genre de choses, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué de se dire, mais non, mais logiquement, ça, c'est une conséquence logique. Et elle n'est peut-être pas à ce niveau-là. Peut-être que c'est une conséquence de 2e, voire de 3e ordre. Donc, encore une fois, vous ne formalisez pas là-dessus, mais c'est un outil qu'on utilise pour révéler donc l'intentionnalité. Et vous voyez, donc vous avez plusieurs, et donc ça, dans toute théorie du changement, vous avez plusieurs niveaux de résultats intermédiaires.
Vous avez de niveaux les plus bas à des niveaux les plus hauts. Ok, donc maintenant qu'on a une théorie du changement, on va l'utiliser pour faire quelque chose d'important. On va l'utiliser pour définir l'objectif d'impact de l'organisation. Donc c'est quoi un objectif d'impact? C'est ultra simple, d'accord? L'objectif d'impact, c'est essentiellement à quel niveau de la théorie du changement votre organisation va vouloir se positionner d'un point de vue, ça c'est l'impact que je cherche, d'accord? En fait, c'est un compromis, en réalité. C'est un compromis entre ceux où vous avez une faisabilité de mesure qui est à peu près correcte, parce que derrière, il ne faut pas se dire, non, moi, en fait, mon cadre d'impact, il est tout au bout, parce que voilà, c'est la vision, c'est ultra... Comment vous allez faire pour mesurer? Ça ne sera pas possible, en vrai. D'accord? Et il y a une notion aussi d'attribution qui va être compliquée. Donc, c'est ce compromis entre le réalisme, mais en même temps, l'importance qu'on veut se donner. Communiquer, il y a beaucoup de questions de communication, en fait, mais même au sens noble du terme, communiquer auprès de l'ensemble de vos parties prenantes, vos employés, vos clients, vos fournisseurs, l'État, votre banquier, etc., sur des niveaux d'impact très bas. Donc imaginons, non, moi en fait l'impact que je veux avoir, c'est sur la bonne complétude de mes outputs, donc de mes produits. Alors, on le voit beaucoup, hein, en fait. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui se calent sur des niveaux assez bas. Oui, parce que c'est plus simple à mesurer. Pour autant, ce n'est pas très inspirant. Et ça ne permet pas véritablement de voir à quel point on contribue justement à aller dans la transition qu'on cherche à avoir. Donc, hop, qu'est-ce qu'on fait? On prend la chaîne, on lui met un cadre, faut qu'on puisse l'expliquer, mais c'est essentiellement un choix. Et encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Chaque entreprise, aujourd'hui, est tout à fait libre et le fait en toute connaissance de cause. Si on reprend notre exemple de Phileo Trash, et ben eux, en fait, ils ont quand même décidé de se mettre plutôt bas. Plutôt bas. Alors, on en a discuté et on dit non, parce que moi, véritablement, c'est là-dessus que je compte, c'est là-dessus que je communique. C'est quelque chose qui résonne bien, parce que c'est quelque chose qui est quand même ultra facile à comprendre. Hein. Il y a des déchets, on les enlève. Voilà. Donc, on va se caler là-dessus sur le niveau d'impact. Et tout le reste de l'exercice qu'on va faire, donc le travail sur les indicateurs, sur le prévisionnel, on reste à ce niveau-là. On ne va pas aller regarder les rejets au global des villes littorales, on ne va pas aller regarder la volume de pollution marine de manière générale. Non. Nous, ce qu'on va regarder, c'est la capture des déchets en sortie d'exutoire. Donc ça, c'est fondamental. À quel niveau on se place? OK, donc on a notre théorie du changement, impeccable, donc on a notre objectif d'impact, et donc maintenant, il va falloir qualifier cet impact. Pour l'instant, on n'a qu'une boîte autour d'un résultat, avec quelques mots. Ce n'est pas suffisant. Donc vous dites, OK, ça c'est mon impact, OK, on va creuser. Donc pour ça, on utilise un outil qui est, je dirais, une bête grille de qualification, d'accord, avec plusieurs dimensions. Et ça, on va l'utiliser pour, normalement, travailler sur l'ensemble des impacts. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne voulais pas obscurcir le propos, mais dans une théorie du changement, potentiellement, vous avez pas mal de branches, d'accord? Et en fait, sur chaque branche que vous identifiez, ça va être des impacts différents. Et donc, une théorie du changement va essentiellement regarder les impacts positifs que vous voulez avoir. Donc, dans une même théorie du changement, vous pouvez avoir une branche qui va faire en sorte, par exemple, comme ici avec Phileo Trash, d'enlever des déchets, très bien, mais vous avez aussi potentiellement une branche de création d'emplois ou d'éducation aux personnes en difficulté. Une entreprise peut poursuivre plusieurs impacts. Et en fait, pour chaque impact poursuivi, on va travailler dessus, on va les qualifier. Donc cette grille de qualification-là, c'est pas nous qui l'avons inventée, c'est donc l'Institute Management Project, on va y revenir. C'est en fait un bête tableau où vous avez 5 dimensions, d'où le nom, et 24 catégories, donc 24 sous-dimensions. Donc on fait tous les uns, et il faut effectivement, et ça va être une des principales difficultés en réalité, de bien identifier l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est un exercice qui est souvent un peu plus subtil qu'on ne le pense, parce qu'assez souvent, lorsqu'on va travailler avec des organisations, on a souvent une partie prenante principale en tête, on creuse un petit peu et on en révèle plusieurs autres. Et on va faire ce travail de qualification, encore une fois, souvenez-vous, un impact existe pour une partie prenante donnée. Et en fait, pour chaque partie prenante, vous allez potentiellement ne pas avoir les mêmes performances d'impact selon que vous parlez à la partie prenante A ou à la partie prenante B.
Donc ça vous permet en fait de faire quoi? Alors c'est de toute façon l'étape fondamentale pour arriver à ce que nous on veut faire, donc le prévisionnel d'impact. C'est un outil qui est ultra intéressant lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on a sa boîte, de bien réfléchir à l'impact qu'on cherche à avoir. Parce que c'est multidimensionnel, on couvre beaucoup d'éléments de l'impact, et ça se permet de se poser les bonnes questions. Et en fait, ce que je ne vous montre pas non plus, mais ce chemin rectiligne et linéaire, en fait, dans la vraie vie, ce n'est pas ça du tout. En fait, c'est que des boucles de rétroaction, et c'est itératif beaucoup. Donc vous commencez à poser une théorie du changement, vous commencez à faire votre cas d'impact. Est-ce qu'on est là? C'est pas sûr. Ah, en fait, c'est mal fait. On revient. On fait les 5 dimensions de l'impact. Au final, on y réfléchit. En fait, il y a une autre partie prenante que je t'ai pas dit. OK, on revient, etc., etc. C'est normal. Enfin, il y a énormément de processus justement un petit peu méthodologiques qui sont itératifs par nature. Et donc, on se cale à cet outil qui a été inventé par l'Impact Management Project. Et dans ces 5 dimensions de l'impact, vous avez une notion que, je pense, parle à pas mal d'entre nous maintenant, qui sont les objectifs de développement durable. Donc, on va identifier dans cette table quels sont les objectifs de développement durable auxquels se rattachent le ou les impacts que vous avez identifiés. Donc, les 5 dimensions, c'est ça. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est vous avez ces 5 dimensions-là. Quoi, qui, combien, contribution, risque. Le quoi, c'est ça, de quel impact on parle. Le qui, c'est sur les parties prenantes. Donc, qui elles sont, quelles sont leurs caractéristiques. Le combien, qui est certainement le plus important en termes de mesure, c'est la magnitude de l'impact, combien de parties prenantes, combien de temps va durer l'impact. La contribution, qui est essentielle et qui est certainement un des points aujourd'hui, en tout cas parmi les plus difficiles et même les plus sujets à controverse, c'est voilà, quelle est la part de l'impact attribuable à mon organisation. Et vous vous souvenez, en fait, plus on va aller à droite dans une théorie du changement, forcément, plus cette notion de contribution va être de plus en plus difficile à appréhender et à jauger. Et la même chose, et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis un très grand fan de cet outil-là, c'est pour la dernière dimension. La dimension risque. Et en fait, c'est un risque que vous entendez quasiment jamais. C'est en fait le risque que l'impact n'existe pas. Vous visez de faire un impact, vous dites grâce à mes activités, ça va se produire. Quel est le risque? En fait, ça ne se produise pas. C'est une question que quasiment personne ne se pose en fait aujourd'hui quand on va parler de mesures d'impact. Alors, les catégories, on en a 24. Si vous allez sur le site de l'Impact Management Project, ils en ont que 15. Nous, on a en fait remixé un peu la notion de catégorie. Pour autant, on a essentiellement gardé les 5 dimensions. Donc là, il y a un petit customisation entrepreneur pour la planète. Alors pareil, on ne va pas aller dans le détail, mais juste visuellement pour que vous voyez en fait à quoi ça ressemble, les 5 dimensions de l'impact pour un vrai projet. Donc si on reprend notre exemple Philo Trash, lui, on s'était concentré sur un seul impact, qui était donc de la capture de déchets, on n'en avait qu'un. Il y a 2 parties prenantes. Il y a la partie prenante qui est les collectivités et les usagers de la mer. Donc ce sont 2 parties prenantes qui sont bien différentes. Et vous voyez comment est structurée la table. Vous allez avoir 2 colonnes. Parce qu'à partir de là, donc le quoi est toujours similaire. À partir de là, vous allez avoir des choses qui vont être différentes. Dans la partie qui, dans la partie combien, dans la partie risque. Voilà. Donc, c'est un travail c'est pour ça que je vous disais que les parties prenantes, c'est essentiel, parce que si vous ne le faites pas correctement, votre qualification et votre table, en fait, elle n'est pas complète, elle est fausse. OK, donc c'est super. Maintenant, on a un gros tableau avec multidimensionnel, et normalement, on commence à avoir une très très bonne compréhension de ou des impacts qu'on cherche à faire. Ben, on avance. Et on va enfin parler de ces fameux indicateurs, d'impact. Et nous, on a, c'est notre méthode, donc c'est comme ça qu'on voit les choses. On a un parti pris qui est de dire, la plupart du temps, quand une entreprise va vouloir parler d'indicateurs d'impact, il y en a beaucoup, pour une raison évidente, c'est qu'ils sont multidimensionnels. Vous vous souvenez, on ne peut pas les mélanger entre eux. Donc, il y a toute une collection d'indicateurs, et c'est souvent ça introduit plus de confusion qu'autre chose. Donc nous, notre réflexion, c'est de se dire, à partir du moment où vous avez fait votre 5 dimensions de l'impact, vous êtes à même de choisir au minimum, et j'insiste sur le au minimum, rien n'empêche d'en ajouter plus, sauf que nous, au minimum, on va toujours choisir cela. Ce qu'on appelle le niveau d'impact,
donc qui va mesurer l'état du changement. Vous vous souvenez, hein, l'impact, c'est un changement. Donc l'état du changement que vous voulez voir dans le monde. Votre profondeur d'impact, qui est en fait l'état du changement qui vous est propre à vous. D'accord? Donc par rapport au référentiel. Vous allez avoir le volume d'impact, qui est essentiellement combien de parties prenantes sont impactées. Vous allez avoir l'importance pour ces parties prenantes-là, donc qui est ultra intéressant, c'est-à-dire que vous vous dites, moi je veux avoir cet impact dans le monde vis-à-vis de ces gens-là. Est-ce que ces gens-là, pour eux, c'est important néanmoins? Et ça va dépendre. Parfois oui, parfois moins. Et donc la fameuse notion de contribution qui est pour dire, bon bah, est-ce que grâce à moi, à quel point c'est grâce à moi que cet impact existe aujourd'hui dans le monde? C'est pour les impacts positifs. Donc on va essentiellement taper dans tout le travail préparatoire qu'on a fait sur les 5 dimensions de l'impact. Sur les impacts négatifs, on est encore plus dirigiste de notre côté, parce qu'on prend comme supposition qu'encore une fois, toutes, sans exception, toutes les entreprises génèrent ça, toutes ces catégories d'impacts négatifs-là. Alors ça ne sort pas de n'importe où. Ça, ce sont des catégories, alors, pardon, je vais parler un peu en barbare, ce sont des catégories lorsqu'on fait une analyse de cycle de vie, qui est en fait une méthode pour identifier correctement au niveau d'un produit les différents impacts, des impacts négatifs. Ce sont ce qu'on appelle des endpoints. Donc en fait, c'est la fin du game, quoi. C'est-à-dire que normalement, on fait notre analyse de cycle de vie et on est capable d'identifier sur les émissions GES, sur l'empreinte biodiversité, sur la déplétion des ressources et sur la santé humaine, les impacts négatifs de ce produit-là, en faisant des analyses de cycle de vie. Donc on reprend exactement la même logique. Et donc pour toute organisation, va avoir des impacts là-dessus, toutes sans exception. Et alors quelque chose qui est très important, lorsqu'on va parler, que je n'ai pas mis d'ailleurs sur ma slide, c'est une erreur, lorsqu'on va parler d'impact négatif, vous serez toujours dans ce qu'on appelle en périmètre étendu, en scope 3 pour les initiés, à savoir que vous allez toujours regarder vos impacts négatifs sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, des fournisseurs jusqu'à l'utilisation du produit, jusqu'au recyclage de votre produit, from cradle to crate, hein, en anglais. Donc on regarde tout ça, et c'est toujours sur ce périmètre étendu qu'on va réfléchir sur ces impacts négatifs-là. Aujourd'hui, il y en a un qui tourne bien d'un point de vue mesure, c'est le premier, c'est l'émission GES, via ce que nous en France on connaît sous le nom de bilan carbone. En fait, un bilan carbone, ça n'est rien d'autre qu'une mesure d'impact négatif de gaz à effet de serre en périmètre étendu. C'est une notion d'empreinte. Et vous avez le dernier, donc on retrouve cette notion d'efficacité d'impact dont on a parlé tout à l'heure, où on se propose qu'à chaque fois, un des indicateurs au moins doit toujours regarder encore une fois, les efficacités d'impact, d'accord? Donc, qui va toujours prendre en compte en fait la profondeur d'impact, qui est en fait l'indicateur d'impact positif clé, puisque c'est cette espèce de mesure quantitative attribuable à l'entreprise. Donc c'est toujours une profondeur d'impact que vous voyez ici, sur les impacts négatifs. Donc si vous êtes en mesure de correctement identifier différents impacts négatifs, encore une fois, vous aurez différentes efficacités. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va définir un plan de mesure. Donc un plan de mesure, c'est tout bête, d'accord? Donc ça, on n'a rien inventé. Ça vous permet donc de reprendre vos 7 indicateurs de base, de les décrire, idéalement de pouvoir donner la formule. Ça vous sera très utile d'un point de vue audit, quand il va falloir effectivement mesurer et calculer ces indicateurs-là. À quelle fréquence vous voulez avoir, quelle donnée d'entrée vous avez besoin et d'où vient cette donnée. Et en fait, le d'où vient cette donnée aussi, les propriétaires d'où vient la donnée. Donc souvent on dit, ok, c'est une base de données, cette base de données elle appartient à qui, vous avez besoin de parler à qui. Donc c'est un plan de mesure qui est tout à fait classique, ça on n'a rien inventé, mais qui va vous, d'un point de vue process de mesure et d'un point de vue audit de ce process, on en reparlera tout à l'heure, c'est fondamental. Ça vous dit, voilà, ça c'est vraiment la base de ce que je suis censé faire d'un point de vue mesure. Donc c'est pour ça que je dis que le vrai travail commence, parce que en fait, vous m'entendez beaucoup parler, mais le vrai job, il est là, dans la collecte de données. Donc une fois qu'on a établi son plan de mesure, il va bien falloir la trouver, cette donnée. Et c'est loin d'être évident, parce qu'il va falloir trouver la donnée nécessaire pour mesurer les impacts positifs, mesurer les impacts négatifs, et il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui, la plupart du temps, et du coup les efficacités qui en découlent. On reprend notre exemple. Donc si on reprend Philéo Trash, ça c'est leur plan de mesure à eux.
d'accord? Donc on retrouve bien les 7 indicateurs. On n'a utilisé qu'un seul impact négatif aujourd'hui, qui sont les émissions de gaz à effet de serre, parce que pour le reste, c'est assez négligeable en réalité, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Donc du coup, il n'y a qu'une seule efficacité, parce qu'il n'y a qu'un seul impact négatif, il n'y a qu'un seul impact positif. Donc ils sont bien la profondeur d'impact sur l'empreinte GES, et la profondeur d'impact, c'est bien la masse supplémentaire de déchets récupérés, avec des fréquences de mesure qui peuvent varier, avec des données d'entrée qui ne sont pas les mêmes, avec des sources de données qui sont évidemment différentes. Donc ça, c'est le cadre fondamental de votre mesure d'impact. Vous avez vos indicateurs, vous avez les formules, vous avez les sources de données identifiées, vous avez vos fréquences, vous avez tout. Il n'y a plus qu'à. Et c'est là où c'est difficile. OK, donc on est presque au bout du truc là. Donc on a nos indicateurs, on a notre plan de mesure. C'est pas fini. Et c'est pas fini parce que là, c'est une conviction très très forte qu'on a chez Entrepreneur Planète, qui existe chez d'autres acteurs aussi, qui est que en fait, la mesure d'impact n'a de sens que si on lui donne sa pleine importance par rapport aux autres indicateurs financiers. Donc là, on parle effectivement d'extra-financier, et notamment ce concept fondamental qui est le prévisionnel. Dans n'importe quelle boîte du monde, dans n'importe business plan classique du monde, on va vous demander, faites-moi une prévision de vos chiffres financiers clés. Et c'est normal, parce que ça demande un effort de prospective sur à quoi va ressembler l'état du business dans quelques années. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est donnez-moi une capacité à moi en tant qu'investisseur, à moi en tant que consultant, à moi en tant que n'importe qui, de jauger quel va être l'impact, les impacts que vous allez générer dans les années qui suivent. Donc, pas très compliqué en soi, en réalité, même si c'est souvent la partie la plus riche en fait, du travail, qui est de dire, bon, donc, on va reprendre en fait notre base d'indicateurs sur lesquels on a bossé, on n'invente rien, et on les tire dans le temps. OK, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Ce qui est intéressant, de notre point de vue, ça je ne l'ai pas vu beaucoup, un prévisionnel d'impact, ça va faire deux choses, en vrai, qui sont complémentaires et différentes. D'une part, ça va concrétiser votre engagement. Parce qu'à partir du moment où une entreprise publie un prévisionnel d'impact, c'est engageant, parce que c'est une référence sur laquelle va être basé ses résultats d'impact au fur et à mesure, de la même manière qu'un prévisionnel classique, financier. D'accord ? Et ça va permettre effectivement de déterminer une performance d'impact. Et en fait, cette performance, c'est toujours du relatif. On va parler de performance vis-à-vis de vos pairs, de vos concurrents, mais aussi performance vis-à-vis de vos projections. Vous m'aviez dit que vous faisiez X, vous êtes au-dessus, vous êtes en dessous. Pourquoi ? Ce qui est intéressant, ce qu'on promeut nous, c'est qu'on va commencer un petit peu à se faire rapprocher les prévisionnels financiers d'une part et les prévisionnels extra-financiers d'autre part. Et donc on milite beaucoup pour que la granularité soit la même. Donc à savoir si on fait un prévisionnel financier mensuel, on fait un prévisionnel d'impact mensuel, semestriel, annuel. Peu importe, il faut que la granularité soit similaire, puisqu'on puisse suivre avec la même définition. Et que l'horizon temporel, donc tu me fais un prévisionnel financier sur les 5 prochaines années, de la même manière, tu me fais un prévisionnel d'impact sur les 5 prochaines années. La rigueur et l'effort que tu mets pour simuler et prévoir tes résultats financiers doit être théoriquement aussi important que la rigueur que tu fais sur ton prévisionnel d'impact. Donc, ça j'en ai déjà parlé, l'imprévisionnel d'impact, ça peut faire du ex ante en latin, donc estimer a priori, et ensuite de mesurer, de comparer ce qui a vraiment été fait par rapport aux prévisions en ex post. Donc en fait, c'est ultra fondamental. Alors, petit point bonus, je l'ai mis parce que moi je trouve ça ultra important, mais parfois on me dit qu'on ne comprend pas ce que je dis. En fait, pour le risque majeur, lorsque vous faites tout ça, c'est qu'en fait, vous commencez à raconter n'importe quoi dans vos prévisions. Et ça, si vous commencez à raconter n'importe quoi, ça peut s'appeler ce qu'en français qu'on appelle de la falsification d'impact, ou en anglais ce qu'on appelle de l'impact washing. Donc vous allez dire que vous allez avoir un impact phénoménal, mais sur quoi ça repose? À la limite, comme pour un financier, tu vas me dire que tu vas avoir des résultats incroyables. Va falloir m'expliquer. D'accord ? Va falloir vraiment poser les bonnes hypothèses et faire en sorte que ce que tu me racontes, ce soit logique et ce soit crédible. Donc, on utilise une technique qu'on fait partout
sur tous les indicateurs financiers de la planète lorsqu'on fait des prévisions, c'est qu'on fait de la décomposition. Et donc de la décomposition d'indicateurs, c'est concrètement, on prend un indicateur, alors le truc classique, donc là je vous le fais en financier, hein, pas en impact, vous prenez, ok, tu vas me dire que tu vas faire telle rentabilité sur les prochaines années, ta rentabilité, c'est tes revenus moins tes coûts. Ok, donc maintenant il va falloir prendre des hypothèses sur tes revenus et tes coûts. En fait, tes revenus, tu ne vas pas me prendre une hypothèse que sur tes revenus. Tu vas décomposer tes revenus en volume-prix. Ok, maintenant quelles hypothèses tu me prends sur les volumes et sur les prix, etc., etc., etc. Comme à chaque fois, la décomposition, on peut aller loin. Et en fait, pour l'avoir vécu avec les entreprises qu'on accompagne, originellement, tous les entrepreneurs disent « qu'est-ce que tu m'embêtes je vais poser des hypothèses ». Et en fait, c'est souvent, quasiment tout le temps, les entrepreneurs eux-mêmes, on creuse, et les hypothèses sur lesquelles un entrepreneur ou un chef d'entreprise est confortable de choisir, hein, à savoir qu'on plante le bâton, quoi. On dit « voilà, c'est ça ». Ça, c'est ce qu'on va appeler des paramètres, hein, qui vont être donc des indicateurs sur lesquels on va prendre des hypothèses qui peuvent être de 3 ordres hein, principaux. C'est soit une hypothèse qui en fait vient d'une autre source, une étude dit que, un expert dit que, l'État dit que, peu importe. Donc c'est une source tierce qui est à peu près crédible et on réutilise ce chiffre-là, très bien. Soit c'est une hypothèse, bon, ça ne bouge pas. Je fais l'hypothèse que sur l'horizon temporel, ça ne bouge pas. Il faut l'expliquer aussi pourquoi, mais c'est tout à fait recevable. Ou alors, c'est une hypothèse où ça bouge, et là, c'est mon meilleur jugement. Moi, mon meilleur jugement, j'ai ni de source externe, ça ne me paraît pas crédible que ça ne bouge pas. Par contre, ça va bouger d'une certaine manière, et je vais t'expliquer pourquoi, moi, selon mon jugement, ça bouge d'une certaine manière. En tout état de cause, à un moment, ça s'arrête. À un moment, il faut bien dire, c'est ça que je prends, et c'est voilà pourquoi je t'explique. Et c'est toujours, et ça c'est une bonne pratique que je dis, lorsque vous allez faire de l'analyse de sensibilité sur vos prévisions, et tout le monde doit le faire, hein, donc on va tester différents scénarios, comment bougent, vous allez toujours faire bouger vos paramètres en réalité. C'est les paramètres qui vont changer et le reste suit. Alors, ça n'a rien à voir avec l'impact, hein, en fait, là, ce que je vous dis, mais c'est juste un rappel de, si on veut vraiment s'éviter de l'impact washing sur du prévisionnel d'impact, a priori, moi, en tant que contrepartie, si j'étudie un dossier, je vais toujours vouloir voir ça. Ou quelque chose qui s'en rapproche. Et donc, bah voilà, le prévisionnel d'impact de Philo Trash, il est là, d'accord. Donc, vous voyez, on reprend les 7 indicateurs, on s'est donné un horizon temporel de 5 ans, d'accord. Et on se dit, voilà comment va évoluer les différentes lignes. Alors, je vous ai épargné tout le travail de décomposition logique de chaque indicateur, mais il est là derrière. Donc, en fait, à chaque fois que moi, je me dis, OK, donc là, tu passes en 2023 de 20 000 à 50 000, j'ai une explication qui, moi, me semble plutôt plausible et plutôt pertinente. Ça ne veut pas dire que ce sera ça. Hein, tous les prévisionnels vont être fondamentalement faux. Cependant, l'honnêteté au vu de ce qu'on sait à un instant T, qui est, voilà, hein, qui est l'instant T, est le bon. En tout cas, est recevable d'un point de vue d'un tiers. Bon, bah ça, c'est la même chose, juste visuellement, parce qu'on aime bien les graphiques et ça rend bien. Donc voilà, concrètement, dans un dossier, dans un business plan impact, et je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce que c'est qu'un business plan impact, c'est quelque chose sur lequel on travaille, bah vous allez avoir ça en fait. Voilà, ça c'est mon prévisionnel d'impact, mesdames, messieurs, sur les 5 prochaines années. Voilà les indicateurs qui vont être importants pour moi, voilà comment je suis censé mesurer, et en fait surtout, vous êtes capable de dérouler l'intégralité de la méthode qu'on vient d'évoquer au préalable, qui fait que ces indicateurs-là ne sortent pas de nulle part, que ces prévisions ne sortent pas de nulle part, que vous êtes capable de montrer les 5 dimensions de l'impact pour voir que vous parlez très précisément bien des impacts dont vous parlez, etc., etc., etc. Je vous remercie. Alors, on a encore 5 minutes, donc du coup, j'ai été plus speed que prévu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, Mathieu Weiss. Donc c'est super, top, passionnant, bravo. J'ai juste 2 réactions par rapport à ça. C'est premièrement, il y a quand même peu de boîtes pour l'instant qui sont au niveau et outillées pour travailler là-dessus. Enfin, donc d'où la pertinence de ce que vous allez proposer. Mais même franchement dans les directions RSE, ils n'en sont pas là. Et je me dis que c'est peut-être plus finalement pour des startups et ça, un sujet qui doit être piloté par le patron qui a la vision à la fois
business stratégique financière d'un côté et extra-fi. C'est une remarque. Et l'autre remarque qui est un peu piquante, mais je me dis, donc ça c'est stop parce qu'on voit que ça a été développé par des gens qui sont dans le business, mais il faudrait qu'on fasse la même chose avec les engagements politiques, parce que j'ai entendu des choses ce matin qui m'ont laissé pantois sur des trucs complètement lunaires. Il faudrait que machin, et enfin, il faudrait qu'on analyse et qu'on évalue les choses de la même manière. Je suis d'accord, complètement. D'autant plus, enfin après, il y a des gens qui le disent très très bien par ailleurs, la nécessité de faire ne serait-ce qu'avoir les bons ordres de grandeur et de connaître ces règles de 3 lorsqu'on parle de certains sujets, que manifestement il y a pas mal de responsables politiques ou business qui les maîtrisent pas bien. Et donc voilà, bon, ça fait partie. On est dans ce creuset-là, effectivement, où on essaie d'être à peu près rationnel, de comprendre ce dont on parle, voilà, de comprendre ce dont on parle, de le quantifier quand on peut, et on ne peut pas tout quantifier. Voilà. Et, vraisemblablement, il y aura des gens qui diront qu'on ne doit pas tout quantifier, mais pour autant, complètement aligné avec ton commentaire. J'ai une petite question. Sur l'exemple de filet au trash, là, il y avait la tonne qu'on récupérait, ouais, et les gaz à effet de serre qui étaient économisés. Et ouais, du coup, non, pas économisés. Qui étaient induits par l'activité de l'entreprise. Et du coup, l'impact, c'est quoi? Ça se mesure en tonnes de déchets / kilowattheure CO2, tonnes de CO2? Alors, donc, tu vas avoir donc, différents indicateurs d'impact. Donc, un des indicateurs d'impact, c'est ce qu'on va appeler la profondeur d'impact de filet au trash, qui est donc la tonne de déchets récupérés grâce à ces dispositifs, là où ils sont distribués, voilà, qui est, encore une fois, tu te souviens, c'est d'assez bas niveau quand même dans la théorie du changement. Et à côté, tu vas avoir donc, un indicateur d'impact négatif qui sont les émissions de gaz à effet de serre de filet au trash, mais en empreinte, donc par rapport au choix qu'il fait de fournisseurs avec qui il travaille, par rapport à l'utilisation de son produit, quelles sont les émissions que ça génère, par rapport au recyclage de son produit, quelles sont les émissions que ça génère. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est ce fameux concept d'efficacité, qui est en fait un indicateur différent, encore une fois, où là, effectivement, on va l'exprimer en tonnes de déchets ramassés par tonnes de CO2 équivalent. Bonjour. Quel est le délai pour une entreprise quand elle décide de partir dans un processus comme celui-ci? En temps homme, en fait, combien de temps doit-elle consacrer, ou le dirigeant, ou ses équipes, pour avoir un process complet? Alors, on a un premier élément de réponse parce qu'on a testé cette méthode-là avec 3 entrepreneurs aujourd'hui. Alors, ils avaient tous la même caractéristique, c'est que c'était des boîtes qui se montent. Alors, certaines sont plus avancées que d'autres, mais essentiellement, c'est des nouveaux business. Et ça, le temps que ça a pris pour mettre ça en place, on a mis 3 mois, mais ils n'étaient pas à 100%. Donc, vous pouvez compter qu'en équivalent temps plein, en équivalent jour homme, il faut compter 1 mois. Voilà. Bon, alors, il y a eu de l'accompagnement assez poussé de notre part. Et bon, de manière générale, assez raisonnablement, il faut se faire accompagner sur l'utilisation de ces outils. Par exemple, une théorie du changement, franchement, c'est bête comme chou, mais savoir correctement l'utiliser et pas tomber dans certains pièges un peu idiots. Voilà, faut se faire accompagner avec des gens qui ont l'habitude de le faire. Alors parfois, il y a les compétences en interne, magnifique. Parfois non. Donc, il faut faire appel à des tiers. Donc voilà, moi, ma réponse pour vous, c'est voilà, si on a des équipes qui sont assez sérieuses, qui prennent le truc, voilà, a priori 1 mois, on est capable de commencer à mettre ça en place. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de collecter la donnée. Là, en fait, on met en place le processus, tout le processus, mais la donnée en tant que telle, il faut qu'elle arrive. Et c'est le vrai travail. Enfin, encore une fois, je le dis, c'est là où le temps, l'argent est investi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, en tout cas, moi, on reste là et ce sera avec plaisir de continuer à échanger si vous avez d'autres questions. Voilà. Merci beaucoup.